Bravo à l'Afrique de la Renaissance, qui s'éveille et qui se réveille. Oui, ici nous célébrons l'Afrique de la Renaissance. Si vous êtes un ancien, partagez cette vidéo. Et si vous êtes nouveau, mettez-nous des pouces et abonnez-vous. C'est important qu'on s'abonne. Ces vidéos sont gratuites et on a besoin de construire nos communautés autour de cette thématique de la géopolitique. Oui. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler du Gabon. Parce qu'une question m'a été posée directement par un frère gabonais. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre du peuple gabonais? Et nous allons également parler du Tchad. Et vous voyez là que nous sommes en Afrique centrale. Parce que le Tchad, les choses sont en train de bouger. On commençait à bouger. Et ensuite, nous allons parler du Niger, bien sûr. Puisque c'est le centre de l'actualité actuellement. Et c'est où se cristallisent tous les sentiments anti-français. Et ce n'est pas seulement un sentiment, mais on va plus loin, c'est où se cristallisent tous les rejets anti-français. Mais on va également évoquer à la fin le cas de la Guinée. Même en Guinée, les choses commencent à bouger, à se secouer. On s'interroge. Donc, si vous nous avez déjà mis des pouces, si vous êtes abonné, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche de notification et je vous donne rendez-vous tout de suite. Si vous avez fait donc ce que nous avons souhaité que vous le fassiez avant d'entrer à l'entame de cette vidéo, nous allons parler du Gabon. Je vous ai dit qu'un ami gabonais m'a posé la question, qu'est-ce que vous attendez bien que le peuple gabonais fasse? Oui, nous sommes habitués, nous les Africains, ce n'est pas seulement vous, à attendre l'autorité qui vient d'en haut. Parce que nous vivons dans un centralisme à la française. Je rappelle ça, je dis même ça aux anglophones. Dans la centralisme. Il y a un central qui décide pour le reste de la population. On n'est pas participatif aux décisions. On n'est pas mobilisateur autour des questions qui nous enchaînent. On attend toujours que c'est le président qui décide. Et je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo. Donc, pour le cas du Gabon, le peuple est resté longtemps en léthargie. Le peuple est resté longtemps dormant, attendant toujours que Libreville réagisse. Libreville a son tour, attend que Paris réagisse. Et à Paris, on attend que l'Élysée parle. Voilà toujours ce centralisme qui nous a quittés jusqu'à présent. Mais il faudrait que les peuples se prennent en main. Aujourd'hui, le Gabon va se trouver à la croisée des chemins. Et on s'empresse que le nouveau président qui a prêté serment, là c'est vrai, qui a prêté serment, fasse mettre en marche le peuple. Qu'il mette en marche le peuple. Dans quel sens? On attend que le gouvernement entre en jeu, que ce n'est pas lui qui soit le ministre de la Justice. Il ne faudrait pas qu'il remplace, qu'il remplace les monarques et devienne aussi un monarque, même s'il a des affinités avec la famille Bongo. Ce n'est pas de cela que nous attendons. Nous attendons qu'il fasse un gouvernement et qu'il délègue des travaux à chaque gouvernement. Le ministre de la Justice fasse effectivement son travail. C'est cela que nous attendons. Ce n'est pas lui qui doit s'occuper de la chasse aux sorcières parce que le chantier est vaste. On nous a occupé juste avec le champ politique pendant des décennies et on ne s'occupait qu'à faire des débats politiques, oubliant les autres aspects de la vie sociale alors que le peuple en a faim. C'est ce que nous allons voir à la fin avec le cas de la Guinée. Alors que le peuple a faim, le peuple a d'autres attentes que celles de pouvoir discuter du pouvoir politique. Donc, au Gabon, nous souhaitons que le président s'occupe de la gestion générale. Qu'il prenne d'abord la souveraineté, qu'il assume la souveraineté du Gabon. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'assistance d'un autre pays. Le Gabon n'a plus besoin de la France. Il faudrait que les Gabonais comprennent que la France est un obstacle. La France n'est plus une option. Les options, on en a ailleurs. Les options, on en a ailleurs. La France doit être mise à côté. Parce que son modèle de développement ou d'encouragement, de mobilisation est déjà dépassé. On connaît déjà sa réplique. Donc, il faudrait que le nouveau président du Gabon assure la souveraineté, défende la liberté du Gabon. C'est ce que nous attendons. Ensuite, qu'ils mettent en place les schémas de développement. Dans les autres pays comme au Mali ou au Burkina Faso, les plans de développement sont en train de s'exécuter à une vitesse extrêmement rapide. Oui, extrêmement rapide. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui est fait en moins d'un an au Burkina. Nous leur disons bravo. Au Burkina, il vient de signer les accords avec l'Iran pour la construction d'une raffinerie pétrolière. Nous leur disons bravo. Ça, c'est exécutable immédiatement. Ce n'est pas des projets à long terme. Le ministre de l'État était là. Donc, on va maintenant vers d'autres options.
voilà les options qu'on a sur la table quand je dis au peuple gabonais, la France est un obstacle, ce n'est pas une option. Et si vous voulez vraiment effectivement aller vers d'autres options, il faudrait mettre la France de côté. Il faudrait vraiment mettre la France de côté. Trouver des stratégies comme le Mali ou le Burkina pour mettre la France de côté et réaliser les accords. C'est de cela qu'il est question. Il n'est pas seulement question de dire nous ne voulons plus de la France, mais réaliser les accords et de voir si la France a respecté ses accords. Si elle n'a pas respecté ses accords, vous lui donnez le temps de retourner à la maison et qu'on réécrive ses accords. C'est le moment. Gbagbo a dit dans les années 2010 qu'il fallait qu'on revoie ces accords parce que c'était signé avec d'autres personnes en d'autres temps. Les gens avaient signé ces accords à notre place. Ça fait déjà plus de 20 ans aujourd'hui, plus de 10 ans aujourd'hui. Il était temps qu'on revoie ces accords. Donc je dis pour le cas du Gabon, il est temps qu'on revoie les accords. Comme le peuple, le nouveau gouvernement au Niger est en train de redécouvrir ces accords et en train de les relire. Au Burkina, c'est la même chose. Donc le Mali est bien avancé sur ce point-là, puisque le Mali a déjà donné un terme à toutes les forces étrangères au Mali de quitter le pays d'ici le 31 décembre 2023. Nous leur disons bravo. Ce n'est pas seulement la France, il le dit bien, ce n'est pas seulement la France. Il y a d'autres puissances étrangères qui tirent les ficelles sur la carte, sur la table. Donc, il est temps que le nouveau gouvernement au Gabon revoie tous les accords que le pays, le Gabon, a signés, notamment avec la France et avec d'autres pays. Oui, avec d'autres pays. C'est de cela qu'on attend. Et de mettre maintenant, et de prendre des options nécessaires qu'il faut. Il y a d'autres pays qui sont en train d'attendre. Ce n'est pas seulement la Russie. Oui, Touadéra était là pour négocier. Et la France avait peur de faire venir Touadéra parce que c'était lui le président de la CEMAC. Il avait peur de faire venir Touadéra parce que Touadéra est bien assis avec les Russes. Donc, il est question maintenant de passer à la phase de développement. Et il y a également la Chine. La Chine est là. Mais il n'y a pas seulement la Chine. Vous avez vu, c'était le cas tout à l'heure du Burkina Faso qui a signé des accords de coopération militaire, de coopération pétrolière avec l'Iran. L'Iran est là. L'Iran est déjà bien installé également au Kenya. Ils ont signé des partenariats au Kenya. Il y a d'autres puissances qui peuvent nous soutenir. Donc, il y a des puissances, il y a des options qui sont loin de la France et même loin de l'Europe. La France est un obstacle, les Européens sont des obstacles. Le Brésil est aussi là. Ben, c'est vrai qu'on va dire que le Brésil est loin, mais ce sont des puissances et ce sont des BRICS qui peuvent nous apporter le soutien dont on a pour se développer. Remettre en place les communications, oui. Au Gabon, il faudrait qu'on relance. Où se trouve le Transgabonais, le bitumage des chemins de fer, tout le réseau aérien, la flotte aérienne pour relier les villes du Gabon. C'était l'option du père Bongo quand nous étions tout jeunes. Le Gabon, on voyageait entre les villes du Gabon. On allait à Port-Gentil, toujours en avion, sous prétexte qu'il n'y avait pas de voie d'autres voies pour y aller. C'est l'occasion de le faire. La forêt qui les exploite, il faudrait bien qu'on trace des bonnes routes au pays. C'est ce qu'a fait le Mali. Le Mali a remis ses voies ferrées en jeu, a mis ses voies routières en jeu, a retracé, a refait la carte. Le développement passe d'abord par les transports, par les communications, parce qu'on va dire que les communications c'est très vaste, mais pas par le transport routier, le transport ferroviaire. C'est ça, ces éléments qu'il faudrait que le pays mette en place pour que la population sente pendant que vous travaillez au haut niveau sur le plan politique et sur le plan diplomatique. Donc, le Gabon doit revoir tous ces éléments et mettre ce pays sur le plan du développement. Motiver la population. C'est de cela qu'il est question. Là, la population va non seulement se réveiller, mais la population va s'éveiller et ouvrir les yeux. On a les opportunités aujourd'hui. On ne peut pas nous dire qu'on va faire toujours venir l'assistance étrangère, l'assistance française, parce qu'il n'y a pas de personnes capables. Aujourd'hui, le Gabon a toutes ses ressources disponibles. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire pour le Gabon. Si vous avez encore d'autres questions concernant d'autres pays d'Afrique, n'hésitez pas à nous faire signe. On pourra tout revenir en détail et voir une planification, comment le développement peut s'échelonner dans le temps, dans l'espace et dans le temps. C'est quand même également, j'ai fait aménagement du territoire et c'est quand même également des choses, des éléments très importants qu'il faudrait prendre en considération dans une planification stratégique. Donc, voilà. Donc, nous disons, l'Afrique centrale est en train de bouger. Donc, reprendre sa souveraineté, redire les accords, c'est important. C'est ce que le Tchad est en train de faire. Nous disons bravo au Tchad. Parce que depuis hier au Tchad, depuis à Béché, depuis Faya-Largeau à l'extrême nord, la route de Faya-Largeau à l'extrême nord, il y a un Tchadien qui a été abattu par un militaire. Oui, un Tchadien qui a été abattu par un militaire. Ça, c'est la version que nous donne la France.
Mais vous savez, dans ces cas, comment est-ce qu'un militaire peut être à l'hôpital en train de soigner des malades et être armé? Vous comprenez? Donc, vous voyez que ces Français sur le territoire africain sont toujours armés. Il n'y a pas seulement eux, les médecins. Là, c'est même encore passable. Même les religieux sont généralement armés. Même dans mon pays, on les trouve. Vous regardez souvent au coin de leur soutane, vous trouvez qu'ils sont armés. Donc, s'ils ne se sentent pas en sécurité, il est temps de rentrer chez eux. Et la population tchadienne a commencé déjà à entrer en éveil, au point que certains membres députés de l'Assemblée nationale en N'Djamena ont demandé le départ des troupes françaises. Oui, il est temps qu'on demande le départ des troupes françaises. On peut arriver à quel niveau d'altération au point qu'un médecin à l'hôpital ne parvient pas à maîtriser son malade et utilise plutôt une arme à feu pour le neutraliser. Voilà. Donc, les Français commencent déjà par exagérer. Et nous disons bravo au peuple tchadien qui est en train de se réveiller. Et là, demandez également les forces. Où se trouvent les forces Barkhane? C'est déjà fini en Afrique de l'Ouest. Le Tchad la France a voulu rallier le Tchad à l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait que le Tchad retrouve l'Afrique centrale qui est sa position initiale. Donc nous disons bravo au peuple tchadien qui est en train de se réveiller. Nous allons peut-être embrayer avec le cas de la Guinée. Depuis 2 ans, avec le coup d'État, les choses semblent ne pas bouger. La dernière chose en date qui a peut-être fait chaud au cœur pour le cas de la Guinée, c'était la fédération qu'on a annoncée entre le Burkina, le Mali et la Guinée. Mais depuis, la Guinée commence à reculer, à tirer ses fesses par derrière. Et on ne le sent plus que dans les déclarations, on ne le sent plus tellement dans les faits. Et la population a déjà tellement attendu, les attentes de la population n'ont pas été comblées. Voyant ce que le Mali, le Burkina et même le Niger fait, la population a organisé une marche, une grève. Oui, les populations guinéennes sont dans les rues. On attend beaucoup le Doumbouya. Mais depuis là, il est dormant. Et j'ai dit, réveillez Doumbouya, Doumbouya est en train de dormir. Parler des sanctions économiques, il a annoncé des sanctions économiques, mais est-ce que cela a des effets réels sur la population? Non. Voilà, il faudrait qu'on retrouve l'état de... Il faudrait que la Guinée revienne souverain. Oui, la Guinée devient souveraine. La Guinée avait déjà pris son indépendance, mais elle n'est pas souveraine. Elle est tombée également dans l'escarcelle des autres pays francophones d'Afrique. Elle est également retombée sous le joug de la France. Donc, nous disons, réveiller Doumbouya, le président, il est en train de dormir et qu'il prenne des actions, qu'il assiste les autres dans les débats. Le Burkina l'a bien compris, il a dit, on a fait des erreurs en laissant le Mali se battre seul tout longtemps. Désormais, ce ne sera plus le cas. Les peuples qui veulent se libérer, nous sommes avec eux. Nous leur disons bravo. Bravo au Burkina. Et qui a compris cela, qui non seulement est en train d'aller au front avec les Nigériens, est en train d'assurer son propre développement économique. Il rappelle souvent dans ses interviews, pendant le règne de Sankara, la population exportait les fruits et légumes, les produits alimentaires. On mangeait à leur faim. Comment se fait-il qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation de famine? Il faudrait qu'on retrouve cet état. Donc, pendant qu'il est en guerre, il négocie également les contrats et voit comment est-ce que la population doit manger à sa faim. Il le dit, la sécurité et la faim, ce sont des combats essentiels pour la population, on l'attend. Et personne ne peut lui reprocher de ce côté, parce que là, c'est très important pour les autres peuples. Mais au Niger, c'est en train de chauffer, ça continue de chauffer, parce que là, je ne pense pas qu'un seul Français va encore tenir au Niger. Je ne pense pas qu'un seul Français va tenir au Niger. Bravo à ce qu'on va appeler la junte militaire ou les poutistes nigériens. Nous leur disons bravo. Appelez-leur de tous les noms d'oiseaux, mais exécutez au moins ce qu'ils disent. Même s'ils ne sont pas les cas légitimes, exécutez ce qu'ils disent. Et là, ils ont pu obtenir le départ des troupes françaises. Les Français ont négocié en catimini, mais ça n'a pas abouti. Mais il faudrait bien qu'on obtienne le départ de tous les Français du Niger. Oui. Et la première conséquence, c'est que le prix de l'uranium a grimpé. Est-ce que vous allez encore laisser filer le magot, les Nigériens? Non. Ne laissez pas filer ce magot. Enlevez tous les Français de la ligne d'exploration, de production, d'exportation et de commercialisation. Oui, enlevez-les sur toutes ces chaînes. Quand je cite souvent ces éléments de la chaîne de valeur, les gens sont souvent surpris. Et c'est ce qui se passe au Nigeria. Hein? Ça, c'est une parenthèse en passant, où la chaîne totale est dans l'exploration, l'exploitation, la commercialisation, la distribution. Oui, jusqu'au petit détail. Donc, il faudrait que les Nigériens enlèvent les Français à tous les maillons. Parce que tout Français qui va se retrouver dans un bureau en veste, il sera armé, il sera militaire. Les découvertes qu'on a faites à l'ambassade de France font froid au dos.
Comment est-ce que vous expliquez qu'on trouve les tenues du Burkina Faso, les tenues militaires du Burkina Faso à l'ambassade de France? Oui. Et les jours après, vous allez comprendre que les militaires ont attaqué des villages et ont tué des innocents. Oui, on va vous montrer des vidéos. Ils vont vous montrer les vidéos avec les tenues de l'armée Burkina. On va mener des enquêtes, on va trouver, mais ce ne sont pas des Burkinabés qu'on a envoyés, mais avec la tenue, ça fait froid au dos. Donc vous voyez pourquoi les Français sont capables. Jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller? C'est comme ça qu'ils ont fouillé la Guinée en fabriquant les faux billets de la Guinée pour gâter la monnaie guinéenne dans son temps. Aujourd'hui, est-ce que la monnaie de la Guinée se porte bien? Est-ce qu'ils ont abandonné cette pratique? Nous croyons non, qu'ils n'ont pas abandonné cette pratique. Donc nous disons, désormais, on va fouiller les Français un à un au Niger. Il vous faudrait, si vous laissez une partie, et même les religieux, si vous les laissez, les Français au Niger, vous êtes foutus. Et je le dis sur la base de ce que j'ai vécu au Cameroun. Comme je vous le disais tantôt, même les religieux sont armés. Même les religions ont un passé militaire. Ce sont des militaires que vous allez trouver dans les mines et qui vont être le titre d'ingénieur, qui sont des agents de sécurité dans les mines, dans les travaux. Les militaires français, que font-ils là-bas? Les gens se posent la question et parviennent par prouver. Géopolitiquement et géostratégiquement, les militaires sont là pour assurer la sécurité des intérêts français. Assurer la sécurité, c'est quoi? L'acheminement de l'uranium à l'étranger doit être assuré par les militaires. Doit être passé par les militaires pour la sécurité, pour qu'il n'y ait pas de vol, parce que c'est un produit extrêmement sensible. Ils doivent être là pour assurer l'argent, les banques, pour le transfert d'argent à la France. Tous ces militaires sont là. Et en plus de leur passé militaire ou de leur situation de militaire, leur statut de militaire actuel, ils apprennent d'autres choses comme les banques, les finances et tout ça. Et vous allez les trouver dans les banques, vous allez les trouver dans les finances, vous allez les trouver dans l'ingénierie et tout cela. Donc, ne dites pas, ceux qui posent souvent la question, que font les militaires français là? Voilà, je réponds donc, je donne une petite parenthèse sur cela. Voilà ce que font les militaires français en Afrique. C'est pour assurer la persistance et défendre les intérêts français dans tous les domaines que vous voyez. Dans le domaine religieux, c'est l'espionnage qu'ils sont en train de faire. Bref, pour couper court sur l'espionnage. Donc nous disons, bravo à tous les peuples qui sont en train de se réveiller. Bravo au Tchad. Bravo à la Guinée, il faut secouer la Guinée. Et nous allons revenir sur d'autres pays comme le Sénégal dans la prochaine vidéo. Si ça a été intéressant, mettez-nous des pouces, partagez cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.